Vital Kamerhe, c'est un homme, il est sincère que quand il vous dit bonjour, quand vous serrez les deux poignées de main, c'est là où l'homme peut être sincère. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du théâtre. Même ce qu'il a dit dernièrement, auquel j'ai vu dans la presse, par conscience ou inconscience, ont relayé ça. Je tiens à vous le dire, mes amis, que c'est de pires aventures. L'homme était vraiment dans son royaume de théâtre. Député et de 14 millions de francs congolais, tout avantage confondu. Aller dans les banques, ça se passe au niveau de la banque, et alors cessez d'inventer des histoires. Je voudrais vous remercier, vous, honorables députés, d'avoir accepté que votre salaire qui était rejeté par la population soit divisé par deux. Et là, c'est un geste de patriotisme, vous devez vous applaudir. Je vous ai dit que sans sacrifice, nous ne ferons rien. Madame la Première ministre, nous tenons à vous rassurer qu'on ne va pas vous demander une augmentation de salaire des députés. C'est ma parole. Pendant tous ces exercices budgétaires, nous serons ensemble, comme vous l'avez souhaité. Nous allons échanger sur des questions essentiellement qui touchent le bien-être du peuple congolais. L'accomplissement de votre programme pour que notre pays, finalement, recouvre sa place naturelle qui est celle des locomotives du décollage de l'Afrique subsaharienne et son rôle dans le monde en ce moment du réchauffement climatique. Le Congo a des solutions à proposer au monde et le Congo doit être respecté. La recevabilité du rapport, pas de la résolution. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Le rapport de la commission chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général est recevable. Maintenant, nous allons passer au vote en ce qui concerne la résolution, moyennant la clarification que je viens de donner. Nous allons laisser au procureur, c'est-à-dire au parquet général, procureur près la Cour de cassation, d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ce que nous lui accordons aujourd'hui, c'est uniquement l'autorisation d'instruction. Est-ce que nous sommes d'accord? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Personne. Alors, la résolution est votée et le procureur général près la Cour de cassation peut ouvrir ou poursuivre l'instruction au fin d'éclairer les éléments à sa possession quant à la culpabilité ou non. Vital Kamerhe, c'est un homme, il est sincère que quand il vous dit bonjour, quand vous serrez les deux poignées de main, c'est là où l'homme peut être sincère. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du théâtre. Même ce qu'il a dit dernièrement, auquel j'ai vu dans la presse, par conscience ou inconscience, ont relayé ça. Je tiens à vous le dire, mes amis, que c'est de pires aventures. L'homme était vraiment dans son royaume de théâtre. Aïd el-Kabir, appelé Tabaski, est considéré par les musulmans comme la plus grande célébration de leur foi. Par cette fête religieuse majeure, les musulmans partagent prières et repas pour commémorer la soumission d'Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, une manière de tester sa foi. Ici, à l'esplanade du Palais du Peuple, ils étaient des milliers ce dimanche 16 juin 2024 pour glorifier Allah, le Dieu créateur. Après la prière, différents représentants de la communauté islamique étaient conviés dans la salle de banquet du Palais du Peuple pour continuer la fête. Invité de marque, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli chaleureusement par l'assistance. Prenant la parole, le chef de l'État a condamné la division au sein de l'islam RDC et toute autre forme de discrimination. Je voudrais par cet acte vous manifester toute l'importance
que j'accorde à votre confession. Aujourd'hui, j'ai eu la tristesse d'apprendre par la bouche même de la ministre d'État ici présente que ces divisions sont revenues et elles se sont même encore accentuées. Je vous en prie, je vous en supplie, mettez fin à cette guerre fratricide et inutile. Entendez-vous? Et je suis prêt à vous recevoir, tous les représentants de ces tendances qui seront conduits auprès de moi par la ministre d'État ici présente pour vous parler moi-même et obtenir de vous que vous organisiez finalement cette assemblée générale qui va permettre de Et tant que je serai président de ce pays, je n'accepterai jamais de discrimination dans les confessions religieuses. La communauté islamique a témoigné son soutien au premier citoyen congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, car, dit-elle, toute autorité vient de Dieu. Ces musulmans pratiquants ont imploré la grâce de Dieu pour une paix durable à RDC. Na côté à IDPS au lobby eza na relation na ngai eza relation na yote soki ministre wana azalaka bénéficiaire ya ordonnance ya mokonzi mboka te relation na ona yelingi ezala te tiai de travail na compte ya IDPS. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, par sa volonté, le président de la République, chef de l'État, sur proposition de la première ministre, chef du gouvernement, m'a fait l'honneur de me reconduire dans mes fonctions de vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Tout en remerciant le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et de l'histoire. Je voudrais ici exprimer au chef de l'État et à la première ministre toute ma gratitude pour cette confiance renouvelée. En reprenant ces jours officiellement mes fonctions, je mesure toute la dimension de la tâche énorme qui m'attend. Je connais les problèmes des agents et fonctionnaires de notre pays, pour les avoir côtoyés quasiment tous les jours. Je suis pleinement conscient de l'urgence qui a à hâter la mise en place d'une administration publique efficace, intègre et digne de ce nom dans notre pays, afin de rendre possible la transformation structurelle, économique, sociale et même sociétale de la République démocratique du Congo. Au cours de ces 3 dernières années, dans un élan de dialogue permanent, nous avons réussi ensemble à faire bouger les lignes au sein de la fonction publique. Identification biométrique des agents, mise à la retraite, rajeunissement, amélioration de la pension et des rentes, régularisation administrative des agents et fonctionnaires de l'État, titularisation et avancement en grade, révision des cadres organiques et normatifs, mécanisation salariale massive de fonctionnaires en salaire et en prime, institution d'une retraite complémentaire par capitalisation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la prise en charge par la même caisse, la CENSAP, de la retraite des enseignants, policiers, militaires et de plusieurs autres catégories d'agents publics. Opérationnalisation de la branche des primes liées au risque professionnel, une première dans notre pays. Et je n'oublie pas non plus la dématérialisation des démarches administratives et la liste n'est pas exhaustive. Ce sont là autant d'actions que nous avons eues
à mener avec une certaine audace et qui seront sans nul doute consolidés et cristallisés au cours de ces nouveaux mandats. Oui, les lignes ont bel et bien bougé au sein de la fonction publique. Mais le chemin à parcourir est encore bien long. Plusieurs défis sont encore dressés devant nous. Et il nous faut donc vite nous remettre au travail. Parmi ces défis, il y en a qui revêtent un caractère vital, absolu. C'est le cas de la réforme de la politique salariale qui va nous permettre de tourner enfin la page de la mafia financière au sein de nos administrations et de soigner les blessures de plusieurs agents restés trop longtemps sous-payés ou sans salaire. J'ai palpé du doigt moi-même en faisant des tournées à l'intérieur de notre pays. J'ai croisé des fonctionnaires plongés dans la précarité, travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. La politique salariale actuelle a démontré ses limites. Elle est dépassée et porteuse d'injustices et de disparités insupportables. Elle doit au plus vite être remplacée par une nouvelle politique plus juste et plus en phase avec les réalités d'aujourd'hui. Chaque agent certifié, régulier, et qui est à la tâche, a droit à une juste rémunération en salaire et en prime. Le principe qui va désormais prévaloir, c'est celui de l'égalité salariale, mieux celui de l'équité salariale. Voilà pourquoi je m'emploierai dans les jours et semaines qui viennent pour la suppression des zones salariales, afin que tous les agents publics, où qu'ils soient, où qu'ils vivent, quel que soit leur sexe, soient tous égaux en droit et devant la loi. Un autre défi prioritaire va être celui de l'amélioration et de l'efficacité des services publics. Le président de la République en a fait l'une de ses priorités majeures. Et nous allons tâcher d'y apporter des réponses rapides. La fonction publique étant au carrefour de tous les secteurs vitaux de la nation et de tous les services publics, nous tâcherons de travailler avec les responsables sectoriels concernés afin de rendre possible cette noble ambition d'innovation du service public dans notre pays. D'autres défis prioritaires vont également occuper une place de choix au cours de ces mandats. C'est notamment le cadre de la formation continue obligatoire pour les agents et fonctionnaires de l'État, afin de leur permettre d'être véritablement outillés et de répondre de manière beaucoup plus efficace aux impératifs que nous impose le monde moderne. C'est aussi le cas du défi relatif à l'exigence de la débureaucratisation de la fonction publique, avec à la clé la création de certains corps de métiers tels que les éboueurs, les techniciens de surface, les cantonniers, les paysagistes, et j'en passe, tous dédiés à l'entretien, à l'assainissement et à l'embellissement de nos villes et de notre environnement de vie. Tous les fonctionnaires ne sont pas appelés à prester dans de bureaux et on ne peut pas non plus laisser nos villes ad vitam aeternam entre les mains des associations et autres ONG dont les actions ont démontré par ailleurs leurs limites de manière suffisante. Je proposerai dans les prochaines semaines au Conseil des ministres le remplacement d'une partie des effectifs d'agents devant partir à la retraite par cette nouvelle catégorie de fonctionnaires.
le moment viendra où je vous parlerai de manière plus ou moins exhaustive des objectifs que nous allons nous fixer pour le mandat qui démarre aujourd'hui. Quant à moi, je vais continuer à être le ministre du dialogue social et de la démocratie sociale. Un ministre qui respecte et qui considère chaque agent dans sa singularité, dans sa spécificité, quel que soit son grade, sa fonction ou son rang social. Je vais être le ministre qui ouvrira sous l'égide du président de la République, chef de l'État, une nouvelle ère pour les fonctionnaires. C'est lui qui tracera la voie vers la mutation administrative, la voie vers une grande administration moderne, efficace, intègre, considérée et respectée par tous les citoyens. Je n'ignore rien du combat qui aura à mener contre les antivaleurs et les réseaux mafieux qui ont si longtemps profité de la faiblesse de l'État. Notre détermination est forte, nette et sans faille. Mais pour réussir, j'ai besoin de l'union des cœurs et des esprits de tous les acteurs concernés, au premier rang desquels les fonctionnaires eux-mêmes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et Madame la Première ministre m'ont d'ores et déjà fixé les caps. Et je sais pouvoir compter à tout moment sur leur soutien, tout comme sur l'apport et l'accompagnement de tous les membres du gouvernement. Devant vous, aujourd'hui, je m'engage à servir notre pays dans le cadre de mes attributions, avec exigence, exemplarité, loyauté et dévouement. Et aussi à servir l'administration publique avec justice, équité, neutralité et toute l'impartialité voulue. Et à n'être guidé que par une seule et unique boussole, l'intérêt général. Que vive la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie.